Bonjour à tous, merci d'être aujourd'hui ici parmi nous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Michael Sinatra, je suis le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques de l'Université de Montréal. Et c'est avec grand plaisir que nous inaugurons notre 4e série de collaboration avec des départements de la SAS, après histoire, études de sciences, bibliothéconomie, sciences de l'information et histoire de l'art et études cinématographiques. Cette année, c'est le département d'anthropologie. Et j'ai eu le grand plaisir d'organiser cette série avec ma collègue Catherine Cook qui va nous présenter notre première invitée. Merci. C'est vraiment un plaisir de visiter la série avec Larry Angela, qui est professeur au département d'histoire de l'art à UQAM. Et je pense que c'est un sujet que va présenter qui est vraiment bien encadré par cette idée de collaboration dans les humanités numériques, parce que c'est vraiment interdisciplinaire. Une double formation en histoire de l'art et archéologie et philologie et histoire orientale et a obtenu son doctorat à l'université libre de Bruxelles. Et puis elle a suivi aussi des formations en iconographie, modélisation 3D, de l'Institut Ausonius à l'université de Bordeaux-Montaigne. Alors elle a vraiment débuté avec beaucoup d'interdisciplinarité. Et même maintenant, de notre côté vraiment collaborative en patrimoine, médiatisation et préservation. Et puis la recherche que nous avons présentée aujourd'hui, c'est vraiment une approche expérimentale dans la réception des images interdisciplinaires en archéologie, l'anthropologie visuelle, les sémiotiques, etc. Alors c'est vraiment dans ce cadre de réfléchir ces thématiques et ces approches intégré. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous présenter. Non, mais c'est moi qui vous remercie d'abord de m'avoir invité à présenter cette conférence sur le projet que je mène à l'UQAM, effectivement. On s'est rencontrés sur un autre projet parce qu'on participe toutes les deux à la création d'une chaire UNESCO en réalité virtuelle pour le patrimoine. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais je remercie aussi beaucoup le CRIN et Michael Sinatra, Christine Tanton, et il n'est pas là, mais Emmanuel Château-Dutier aussi, qui a été le premier à faire le lien entre moi et l'Université de Montréal. Alors, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, il est financé par le CRSH, par une bourse Savoir du CRSH, et il est soutenu par différents collaborateurs et partenaires, dont vous voyez un petit peu les logos là en dessous, mais je vais vous les présenter. En fait, il s'agit de la première recherche expérimentale en sémiotique de la réception des images égyptiennes par le biais des technologies oculométriques. Donc, grosso modo, l'idée du projet, c'est d'essayer de déterminer la façon dont les schémas de lecture théoriques des parois de tombes égyptiennes sur lesquelles je travaille, qui ont été élaborés par des artistes égyptiens dans l'Antiquité, évidemment, sont appropriés dans la pratique par le lecteur qui déchiffre la paroi. Et pour déterminer ça, on va utiliser un oculomètre portable qui va enregistrer les mouvements oculaires des récepteurs de ces images. Donc, je vais vous expliquer tout ça plus en détail, tous les aspects du projet. Tout d'abord, le projet, je l'ai appelé Oudja pour différentes raisons, notamment le fait que l'œil d'Horus, donc l'œil Oudja en Égypte, oui, je suis égyptologue, ça a été dit, hein, signifie à la fois donc l'œil, une vision intégrale, mais ici il est aussi à la base du système de fraction égyptien qui l'englobe pour signifier l'intégrité des objets et des individus. Donc en tant qu'intégrité des individus, il est aussi un symbole de protection. Or, l'ambition du projet, c'est justement d'embrasser toutes ces idées, l'idée de regard, de vision holistique et de protection patrimoniale à la base. Et évidemment, l'œil va jouer un rôle prépondérant dans l'expérience oculométrique. Donc l'œil aussi bien au sens physiologique que dans le sens conceptuel et anthropologique du regard, qui est un regard qui est issu d'une époque qui est révolue, donc ce qu'on appelle, j'imagine que vous êtes familier avec ça, le period eye en anthropologie visuelle. Alors, en tant qu'historienne de l'art et sémioticienne, j'ai voulu aborder différentes questions relatives à l'anthropologie de la vision à travers les âges et interroger les possibles différences entre le regard que nous portons aujourd'hui sur les choses et celui que l'on portait dans l'Antiquité égyptienne. Parce qu'évidemment, même si notre mécanique oculaire, elle est partagée par l'humanité en général, on ne regarde pas les choses de la même façon à travers le temps. Notre vision est conditionnée par des habitudes
habitudes qui sont culturellement acquises et qui façonnent notre modèle mental. Donc, outre la question pragmatique de savoir comment le lecteur s'approprie les images d'une paroi qui est la base du projet, j'ambitionne aussi de restituer un patrimoine immatériel, et c'est peut-être pas si souvent qu'on va mettre les technologies numériques au profit d'un patrimoine immatériel, c'est plus souvent pour du patrimoine matériel, mais ce patrimoine immatériel que constitue l'acte de lecture, mais aussi donc le period eye des anciens Égyptiens. Et donc, je travaille avec des collègues en neurosciences et en études cognitives. On espère ouvrir la voie vers une compréhension du modèle mental de l'Égypte antique. Alors, vous doutez que ce n'est pas chose simple, il y en a peut-être même qui se disent que c'est impossible. En tout cas, c'est au moins partiellement possible, et je vais tâcher de vous expliquer dans quelle mesure et comment. Alors, le projet va se dérouler en plusieurs phases. La première consiste en la recherche égyptologique de modèles de lecture des parois, parce que les Égyptiens ne lisaient pas leur production imagée de la même manière que nous. J'ai déjà élaboré une liste de schémas de lecture que j'essayerai d'amplifier avec la collaboration de mes étudiants. Ensuite, il s'agira de reproduire une tombe ou une paroi, je vais vous expliquer ça à l'échelle 1/1, qui va servir pour l'expérience oculométrique. On va travailler pour l'expérience avec 2 groupes d'expérimentateurs, dont le premier sera aguerri à la lecture des images égyptiennes et verra en outre ses connaissances renforcées par une formation à lecture de l'image égyptienne. Et puis un autre groupe qui sera pas familier du tout avec l'image égyptienne. Ensuite, on va passer à la phase expérimentale proprement dite, donc la collation et le traitement des données oculométriques, l'analyse psychocognitive des résultats, la détermination, si possible, de caractéristiques du modèle mental égyptien, je vous expliquerai comment, et une méta-analyse sémiotique dans la perspective d'établir un modèle sémiotique global de la réception des images égyptiennes qui allie théorie et pratique, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et puis, dans un second temps, c'était plutôt prévu dans un second temps, mais j'espère pouvoir réaliser des modèles 3D et 4D de la tombe et de la vectorialité, je vais beaucoup vous parler de vectorialité, sur laquelle on va travailler. Et le tout devait faire l'objet d'une exposition polysensorielle et numérique. Donc, à l'heure où je vous parle, nous n'en sommes encore que là. Donc, j'ai relativement peu de choses à vous dire sur les aspects numériques de la recherche, mais je pense que c'est bon quand même de vous présenter un petit peu le projet afin qu'on puisse échanger justement ensemble sur les bonnes pratiques, et peut-être que vous aurez des suggestions pour moi pour réaliser les phases ultérieures du projet. En tout cas, on est là pour ça et j'espère qu'on pourra en discuter après. Euh, alors, vous aurez compris que bon, moi, je n'ai pas une expérience pertinente dans absolument tous les aspects de ce projet-là, donc notamment les aspects cognitifs et relatifs à la psychologie de la lecture. Donc, je me suis associée à une équipe multidisciplinaire de gens qui ont eux-mêmes plusieurs cordes à leur arc. Notamment le Neurolab et son directeur Julien Mercier, qui vont fournir le matériel oculométrique et l'expertise pour récolter et analyser les données. Denis Foucambert du département de linguistique, qui est notre spécialiste en psychologie de la lecture et en analyse des modèles mentaux. J'ai une doctorante qui est associée au projet et qui, pour l'instant, travaille sur sa thèse, mais elle va m'aider à préparer notamment la formation des expérimentateurs dans cette phase-ci du projet. Et puis, j'ai une étudiante à la mineure en histoire de l'art, Anka, qui est ici présente avec nous aujourd'hui, Anka Sekouline, qui m'a fait en fait un excellent travail de session sur les vectorialités dont je vais vous parler, et qui, je l'espère, continuera à travailler sur le projet pour découvrir de nouveaux schémas de lecture donc dans cette phase-ci du projet. Alors, la tombe que j'ai choisie pour mener l'expérience, c'est la tombe d'un astronome d'Amon. Et la vectorialité de la tombe, donc le schéma de lecture de la paroi, est en lien avec le mouvement des planètes et des astres. Donc, j'ai une collègue en astronomie de McMaster qui a été très emballée par le projet et qui nous a rejoints. Et j'ai 2 autres collègues égyptologues de Cleveland et Berlin qui, elles, travaillent avec nous sur les aspects polysensoriels de la réception des images. Donc,
sur les odeurs, les lumières, etc. Donc, parce qu'au départ, on voulait vraiment que l'expérience soit polysensorielle. Vous allez voir qu'on a été un petit peu restreint dans nos ardeurs. Alors, au départ, voilà, c'est ça. Le projet était prévu en partenariat avec la société Factomarte en conservation et restauration numérique d'œuvres d'art et avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mais certains aspects du projet ont dû être changés et je vous expliquerai pourquoi. Je travaille désormais avec un photographe de l'Oriental Institute de Chicago qui est très versé en humanité numérique aussi, tout ce qui est numérique et qui, j'espère, va pouvoir nous aider sur le projet. Alors, certaines choses ont changé parce qu'en fait, l'idée de départ, c'était de faire réaliser par la Factum Foundation un facsimilé de tombe égyptienne qui aurait été exposé au Musée des Beaux-Arts de Montréal. L'expérience oculométrique, on avait prévu à la base qu'elle rassemblerait pas loin d'une centaine de personnes en tout. Et donc, c'était pas facile d'envisager de transporter toutes ces personnes-là en Égypte, en plus de transporter tout le matériel du Neurolab. Donc, on s'est dit que ça serait bien de faire un facsimilé de tombe égyptienne. Et en plus, c'était compliqué de mobiliser la tombe sur toute la durée de l'expérience. On n'est pas en Égypte tout le temps, donc c'était compliqué avec les cours et tout ça. Donc, j'avais décidé de faire du projet Ouja un double projet, donc à la fois la recherche expérimentale en oculométrie qui porte sur le patrimoine immatériel, mais aussi un projet de reconstitution de tombes dans la perspective d'une protection du patrimoine matériel, donc d'enregistrement des données de la tombe et sa reproduction. Malheureusement, j'ai reçu en juin l'annonce du Conseil suprême des antiquités égyptiennes qui nous a refusé l'autorisation de travailler dans la tombe pour récolter les données numériques qui étaient nécessaires à l'élaboration du facsimilé. Donc, on est vraiment coincé. On a compris entre les lignes dans la lettre de refus que l'Égypte s'attendait à ce que j'offre un facsimilé de la tombe à l'Égypte aussi, mais je n'ai pas le budget pour ça. Un facsimilé, c'est déjà à peu près 200 000 $ et le CRSH avait déjà très, très fort coupé dans le budget que j'avais demandé à l'origine. Donc, je n'avais certainement pas les moyens de créer 2 facsimilés. Et c'est vrai que, bon, ça fonctionne comme ça un petit peu avec l'Égypte. Bah, c'est un petit peu donnant-donnant parfois. Donc, il faudrait que je vienne avec un beaucoup plus gros budget pour pouvoir faire ce projet-là. Malheureusement, ça ne sera pas possible et le temps court. C'est dommage parce qu'en fait, Factomarte dispose vraiment des technologies les plus à la pointe pour réaliser des copies qui sont conformes au micron près. Je ne sais pas si vous imaginez, mais au micron près, ils ont déjà réalisé plusieurs tombes en dur. J'ai visité leur facsimilé de la tombe de Toutankhamon en novembre et je dois dire que c'est absolument bluffant. On se croirait vraiment dans la tombe, quoi. C'est ça que j'aurais voulu pour le Musée des Beaux-Arts, mais ça ne sera pas possible. Et par ailleurs, à partir des données numériques qu'ils ont récoltées pour faire le facsimilé, ils ont aussi réalisé cette année une visite virtuelle de la tombe qui permet de voir dans des conditions auxquelles on n'a pas accès dans la vraie tombe, ce qui est de vraiment voir les décors, ce qui est aussi extraordinaire évidemment. Alors, évidemment, comme je suis en recherche de plan B pour l'instant, je me suis demandé est-ce que justement toutes ces réalisations virtuelles ne pourraient pas être une solution à mon problème et ils me l'ont proposé d'ailleurs, Factomarte me l'a proposé. J'ai testé, j'ai fait l'expérience, j'ai testé leur système. Bon là, j'ai pris une petite vidéo rapide quand j'étais en Égypte en novembre. Je me suis mis aussi l'appareil là, j'ai un peu testé moi-même comment on recevait ces images de la tombe. Mais l'expérience est vraiment incommensurablement différente en virtuel de ce qu'on peut ressentir dans la vraie tombe, ce qui fait que ce serait vraiment très compliqué à gérer d'un point de vue cognitif et sémiotique. Il faudrait prendre en compte beaucoup trop de données enfin, ça me semblait beaucoup trop compliqué. Les résultats ne seraient pas corrects. Il faut vraiment reconduire l'acte de lecture dans un espace physique pour pouvoir se représenter ce que ça a pu être dans l'Antiquité. Donc, je me suis résolue, pour l'instant, le plan B, c'est de ne reproduire qu'un seul mur de la tombe. Donc, je travaille là-dessus avec Owen Murray de l'Oriental Institute.
de Chicago et avec le Metropolitan Museum de New York qui possède une aquarelle 1/1 de la paroi. On n'a pas abandonné l'idée de travailler avec Factum Arte, mais le problème, c'est que, bon, d'une part, j'ai demandé, ils n'étaient pas très chauds de ne faire qu'une seule paroi, parce qu'on pourrait avoir plus facilement les autorisations. Ils ont l'habitude de faire des facsimilés de tombes entières. Mais d'autre part, il faudrait soumettre une nouvelle demande à l'Égypte et cette demande va prendre 1 an de plus. Et moi, je suis tenue par des échéances avec le CRSH. J'ai attendu 1 an pour avoir la réponse négative de l'Égypte. Je ne peux pas attendre de nouveau 1 an pour avoir une réponse de nouveau potentiellement négative. Donc, comme on a déjà perdu une année, ben, on s'est dit qu'on allait avancer, au moins avancer avec l'expérience oculométrique. C'est dommage parce qu'on aurait voulu exposer le facsimilé dans la nouvelle section des arts du tout monde du musée des Beaux-Arts qui possède une petite collection égyptologique. Il faut que je rencontre les gens du musée prochainement pour discuter du plan B et voir s'ils seraient toujours intéressés malgré tout par une exposition numérique avec juste la seule paroi. Je ne sais pas, il faut que je trouve le temps de leur parler. Pour l'instant, il y a aussi beaucoup trop d'inconnus sur l'issue de ce problème pratique, si vous avez des idées d'ailleurs, hein, mais j'espère qu'on va pouvoir le résoudre prochainement. Voilà, donc ceci étant expliqué, je vais donc m'attarder davantage aujourd'hui avec vous sur cette question des modèles théoriques de lecture, donc de l'anthropologie du regard, qui n'est peut-être pas encore très clair dans vos esprits à ce stade. Donc, si on prend des productions imagées, on va prendre des productions imagées modernes et occidentales auxquelles nous sommes habitués, comme par exemple les bandes dessinées, les comics et tout ça, vous serez d'accord pour dire que nous avons l'habitude de lire les images séquentielles en fonction de schémas de lecture prédéfinis qui sont fixés par convention et qui consistent, dans les livres écrits en caractère latin, à effectuer un mouvement des yeux linéaire qui va de gauche à droite, puis un mouvement tabulaire qui va de haut en bas pour suivre la narration jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Dans une éventuelle version arabe de cette même BD, le sens de lecture, il serait toujours conventionnel, mais il serait déjà plus le même que ça. Okay, donc, les actes de lecture sont différents dans toutes les cultures. Donc, évidemment, l'acte de lecture en soi, ce n'est pas une chose universelle. Il n'y a pas une façon universelle de procéder, pas plus d'ailleurs que ne l'est notre habitude ce format linéaire de lecture de nos récits en BD avec son corollaire nécessaire qui est qu'on arrive à la fin du récit. Hein, tout le monde n'a pas envie qu'on arrive à la fin du récit. Dans d'autres cultures, dans d'autres types d'œuvres visuelles, les schémas de lecture peuvent aussi ne pas être conventionnels. Par exemple, dans les scènes de la Passion du Christ de Memling au XVe siècle, le peintre a organisé les différentes étapes chronologiques de son récit en fonction d'un vecteur temporel qui va de gauche vers la droite conformément aux conventions de lecture des textes de son époque, mais qui se déploie de façon non conventionnelle dans l'espace d'un paysage urbain, d'une Jérusalem fictive. Le vecteur est donc codépendant des possibilités qu'offre l'agencement spatial de la ville, et dans ce cas-là, le schéma de lecture n'est pas conventionnel, c'est la préconnaissance du récit qui est figuré qui va permettre au lecteur ce lecteur type de cette époque-là, de découvrir la vectorialité par un processus de trial and error. Il va chercher dans le tableau pour voir quelle est la suite chronologique. La vectorialité, elle est peut-être pas signifiante ici en soi, si ce n'est peut-être qu'elle peut symboliser les méandres tortueux de la foi chrétienne. Hein. Vous voyez que les deux commanditaires du tableau se trouvent figurés à l'intérieur de l'image. On retrouve ça aussi en Égypte d'ailleurs, de même que des schémas de lecture non conventionnels. Sauf que les Égyptiens, ils étaient un petit peu trop organisés que pour procéder tout à fait de cette façon-là. Ils ont vu l'opportunité dans ces schémas de lecture-là de donner du sens à l'acte de lecture lui-même. Alors, ici, dans ce cas-là, dans le cas de Memling, la captation par le regard de la vectorialité va reposer sur la connaissance de l'hypotexte biblique, donc la connaissance du récit biblique qui va permettre de faire aller les yeux au bon endroit.
Mais en Égypte, évidemment, toutes les séquences narratives ne sont pas reconstituables parce qu'on a perdu la connaissance de la succession de certaines actions rituelles, par exemple, qui peuvent être représentées sur les parois des tombes. Mais parfois, on a quand même la chance de connaître par avance la séquence et donc on va pouvoir extrapoler le schéma de lecture qui est attendu du lecteur, de l'observateur. Donc moi, j'ai essentiellement travaillé sur la figuration des travaux agricoles dans la mesure où ça ne relève pas tout à fait d'un séquençage culturel, mais que les travaux agricoles, eh ben, ils proposent une succession qui est quasiment universelle, qui est régie par la nature, hein. Il a tout le temps fallu semer avant de récolter, récolter avant de vanner, tamiser, mesurer les récoltes avant de les engranger, voire même parfois fabriquer du pain ou de la bière. Donc, on connaît l'ordre dans lequel tout ça doit se succéder. Donc, en suivant cette logique, j'ai découvert différents types de schémas de lecture possibles que j'ai appelés vectorialité. Et les artistes égyptiens ont fait preuve vraiment d'une inventivité incroyable dans leur choix de séquençage de ce thème de l'agriculture qui est vraiment très important, j'expliquerai pourquoi, qui est reproduit dans une majorité de tombes parce que en fait, il constitue une métaphore, on voit ça dans toutes les sociétés antiques, les travaux agricoles sont une métaphore du temps et du temps cyclique. Donc pour eux, dans une tombe, a fortiori, on est supposé procéder à sa régénération, c'était une thématique très importante, hein, puisque ça implique la résurrection et les Égyptiens calquaient leur résurrection sur la résurrection solaire quotidienne. Donc ce mouvement des astres et des planètes et les cycles agricoles étaient très importants. Je donne un exemple. Dans le mastaba de Ptahhotep et Akhenaten à Saqqara, le sculpteur a choisi une vectorialité de ce type pour dépeindre les différentes étapes de la saison de Chémou. La saison de Chémou, c'est l'été. Il y avait 3 saisons en Égypte. C'est la saison des récoltes où on va les voir faucher le blé, ériger les meules, transporter, dépiquer, tamiser, etc. Alors, il y a peut-être aussi une logique spatiale. Donc, on voit déjà qu'on a une figure en enroulement. Il y a peut-être aussi une logique spatiale, c'est qu'au bout des registres, on voit les ânes qu'on a amenés, qui amènent les récoltes sur les aires d'érection des meules, qui remontent au champ. Donc, il y a peut-être aussi, il n'y a pas que des logiques temporelles. Je découvre souvent dans ces images aussi des logiques spatiales, donc un agencement spatio-temporel, un peu comme chez Memling. Là, j'ai qualifié cette vectorialité de serpentine parce qu'elle rappelle un petit peu le corps sinueux d'un serpent. Mais bon, ça, c'est moi qui ai donné ces appellations aux vectorialités. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça vous voyez exactement de quoi il s'agit. Dans le mastaba de Mereruka, on a aussi représenté des travaux agricoles, mais ils sont représentés de façon beaucoup plus extensive sur une très longue paroi qui est quasiment aussi longue que ce mur-là. Et les travaux se déploient sur 4 registres. Alors, je le fais défiler parce qu'évidemment, le support informatique, c'est pour ça aussi que c'est pas bien de ne pas aller dans la tombe. Il faut aller dans la tombe pour comprendre ce qu'on voit. Il faut bouger. Il y a le caractère kinesthésique du mouvement du corps par rapport à la paroi aussi. Vous voyez que c'est pas adapté à ce genre d'image-là. D'ailleurs, les livres ne sont pas non plus adaptés à ce genre d'image. Donc, vous avez plus ou moins vu comment ça fonctionne. Je vous montre du coup toute la paroi. Vous voyez que la tombe, elle a été endommagée, il manque la partie supérieure, mais c'est là qu'il faut débuter la lecture parce qu'on voit quand même avec les pattes des animaux, on voit quand même ce qui se passe. On a au registre supérieur la séquence des semailles, donc on commence par les semailles. La lecture va partir du défunt. Pour se rendre au 3e registre avec les récoltes, remonter au 2e registre avec le chargement et le déchargement des ânes, pour finir au 4e registre avec l'érection des meules, le dépiquage et le vannage. Ce qui engendre une jolie vectorialité en forme de double Z imbriqué et inversé en chiasme. Donc, vous voyez, ce qui diffère essentiellement de ce à quoi nous sommes habitués quand on lit une BD, c'est que les vectorialités ne sont pas définies par convention pour accompagner une narration dont on ne connaîtrait pas le contenu, mais c'est au contraire la connaissance culturelle de la succession des événements qui va induire le schéma de lecture qui est encore inconnu.
Et ce schéma de lecture, il n'est pas innocent. Je pense que les Égyptiens ont cherché à rendre cet acte de lecture lui-même signifiant. Et donc, il est pertinent, à mon sens, d'étudier la façon dont le regard va se comporter sur la paroi pour reconstituer ces séquences. J'ai identifié quelques-uns de ces schémas de lecture théoriques dans les décors funéraires de l'Ancien Empire. Ce n'est pas une liste exhaustive ici. Cet échantillon montre que le concepteur des décors a généralement soit choisi une figure qui s'enroule sur elle-même, comme une spirale, une forme de 8, un serpentin, etc., ou bien une figure qui part du défunt pour retourner à lui, donc pour retransiter par lui. Et sinon, on a quelques rares cas où ce n'est pas le cas. La séquence est ouverte, mais alors elle est fermée par des agencements plastiques et topologiques comme des chiasmes, donc des agencements visuels qui vont refermer l'ouverture de la vectorialité. Donc, je pense que l'idée était d'activer magiquement le cycle des saisons de manière à ce qu'il soit éternellement reconduit par des schémas de lecture signifiants, dont l'acte de lecture lui-même va être signifiant et il va être performatif. C'est pour ça que ça a tout son sens de faire une expérience actuelle, enfin, en live de ce genre de lecture. Donc, l'idée, à mon avis aussi, de la part des concepteurs de ces parois-là, c'était d'inciter les lecteurs potentiels à venir activer les décors funéraires par leur acte même de lecture, par leurs yeux, par leurs mouvements oculaires. Et donc, tous ces agencements nécessitent, c'est une certitude, requièrent une participation active de la part du lecteur. Donc, c'est une façon que les choses ne soient pas stagnantes et qu'elles puissent évoluer. Alors, les vectorialités, elles ne sont pas toujours aussi nettes que ce que je vous ai montré non plus, ce que je viens de vous montrer maintenant. Elles ont un petit peu tendance à se compliquer avec le temps. Et c'est cette paroi que Anka a étudiée pour son travail et dont elle a réussi à faire du sens parce que pour moi, je l'avais toujours laissée de côté parce qu'elle me semblait être un fameux fouillis. Et donc, je l'ai donnée à mes étudiantes et elle a vraiment fait un excellent travail là-dessus. Donc, je vous le présente ici, mais c'est vraiment le fruit de son travail à elle. Donc, sur cette paroi, on a les 3 saisons qui sont figurées. La saison de Achet, l'inondation, Péret, les semailles et Shemou, les récoltes. Le propriétaire de la tombe, il était inspecteur des greniers d'Amon, donc sa charge était en lien étroit avec les travaux saisonniers. Et la vectorialité qu'il a conçue est en fait composée de plusieurs petites vectorialités. La séquence doit se lire en partant en bas en spirale avec les saisons de Achet et Péret, donc les restes de la saison de l'inondation et puis la saison des semailles. Ensuite, intervient le défunt dans sa charge d'inspecteur qui va se rendre au champ à cheval avec ses arpenteurs pour mesurer les aires de récolte à effectuer. La vectorialité, elle est linéaire de gauche à droite. Viennent enfin les récoltes en soi qui sont étagées sur les 2 registres centraux à lire dans une forme nouvelle qui est cette forme d'oméga, avec différentes étapes des récoltes. Ensuite, on descend en bas avec le vannage et le comptage des boisseaux de blé récoltés et le comptage par les scribes qui rendent compte à leur chef, donc Kahémat, qui est assis ici à droite. Le défunt, il est représenté 2 fois. Il est représenté une fois en étant actif dans sa charge de chef arpenteur et puis une autre fois un petit peu plus passif, recevant les comptes de blé. L'arpentage dans les tombes thébaines, il n'est pas souvent figuré et quand il l'est, c'est parce que c'est en lien avec la charge du défunt, c'est parce qu'il travaillait dans les greniers d'Amon souvent et il est toujours figuré dans les registres supérieurs. C'est une partie, il y a différents aspects dans la décoration des tombes égyptiennes. C'est le caractère social de la reconnaissance sociale du défunt. Mais je pense que
pour la vectorialité, donc je pense qu'il faut découper ces deux parties. Je pense pour la vectorialité, on pourrait donc supprimer la partie supérieure qui correspond au métier du défunt pour ne retenir que la vectorialité des travaux, des champs en soi. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans la tombe, ce sont les seuls registres qui sont à hauteur de votre regard. Il faut vraiment, et on n'a pas le recul, il faut vraiment se pencher pour voir ce qui se passe en haut, mais tout ce qui est à hauteur du regard, c'est cette partie-là que vous voyez. Donc, je résumerai peut-être la vectorialité à ces deux vectorialités un petit peu complexes déjà, hein. Ce n'est plus une figure aussi simple que ce que j'ai montré jusqu'ici. Et en plus, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais la figure du dessus rappelle le hiéroglyphe chêne qui signifie l'éternité, tandis que les agencements symétriques au registre du bas évoquent des métaphores visuelles de l'horizon solaire, deux concepts qui sont absolument fondamentaux dans la conception de l'éternité égyptienne et l'éternel retour des cycles solaires auquel tout défunt aspire à calquer sa résurrection. Hein, donc, il y a plus qu'un fil conducteur, c'est plus compliqué que ça. Il y a des gestaltes, il y a toutes sortes, il y a des symboles, il y a des allusions, donc c'est très compliqué. Et plus on avance dans le temps, plus ça devient compliqué à dénouer. Alors, face à de ces exemples, je me suis quand même posé la question, ça me semblait nécessaire, de savoir si la notion même de vectorialité était un concept existant dans l'esprit d'un Égyptien. La question de la réception des images a été un objet d'attention par différents collègues égyptologues. Je n'ai pas le temps de revenir malheureusement en détail sur toutes leurs recherches, mais par exemple, les travaux d'un collègue, Alexis Dendoncker, montrent que ces tombes étaient visitées. C'est une des premières questions qu'on se pose. Si quelqu'un doit activer les parois, il faut que les tombes soient visitées. Elles étaient visitées à différentes occasions, notamment les fêtes religieuses, mais pas que. Et les visiteurs nous ont parfois laissé des graffitis qui nous éclairent sur la façon dont les Égyptiens ont perçu les décors et comment ils y ont réagi. Alors, je vais donner l'exemple du scribe Djéhouti dans la tombe d'Antéphocère qui a dit avoir trouvé la tombe si belle qu'il a fait une prière en faveur du défunt. C'est vraiment à ça que ça sert, hein. Ces tombes-là, ces décors de tombes, ils servent à ça. Et on a des témoignages de l'Antiquité quand ça a fonctionné. C'est une des premières tombes du Moyen Empire dans la nécropole thébaine, mais les fonctionnaires ultérieurs qui se sont fait enterrer là ont compris le parti qu'ils pouvaient tirer d'une belle décoration. Et ils ont assurément pris en compte leurs visiteurs, comme ça se faisait d'ailleurs, j'en suis persuadée, depuis l'Ancien Empire. Dans la tombe de Kahémat, dont je viens de parler, avec ces trois vectorialités compliquées, là, on a un texte intéressant qui interpelle ces visiteurs potentiels. Donc, ce qui montre bien qu'ils étaient prévus dans l'histoire. Ce texte se trouve dans l'embrasure de la porte, pas très loin de la scène des travaux agricoles, mais la porte qui mène vers la partie la plus sacrée de la tombe, et qui relève du genre littéraire qu'on appelle en égyptologie un appel au vivant. Le texte commence par énoncer à qui il s'adresse. Donc, il s'adresse aux vivants, il est mort lui-même, il s'adresse aux vivants et il va dire « À ceux qui viendront à l'existence, à ceux qui seront sur terre, grands et petits, tous scribes qui dénouent les écrits, aguerris à l'écriture hiéroglyphique, ceux qui ont accédé au savoir, qui se plaisent à des activités utiles et qui passeront devant cette chapelle que j'ai faite comme résidence pour les esprits transcendants, à ceux-là qui portent leur regard vers mes parois et qui feront lecture à voix haute de mes formulations, puisse le roi vous honorer, vous aimer, puissiez-vous atteindre la béatitude en paix, etc., pour autant que vous causiez mon souvenir et que mon nom soit prononcé en raison de ce que j'ai accompli. » Donc, il propose une contrepartie positive au déchiffrement de ces parois, une forme de bénédiction. On parle souvent de malédiction, mais là, c'est une bénédiction qui est néanmoins soumise à des conditions, c'est-à-dire qu'il va enjoindre les lettrés qui possèdent le savoir, qui savent déchiffrer les hiéroglyphes, à effectuer un acte utile, celui de lire ces parois, et prononcer son nom et faire valoir ce qu'il a accompli selon la formule bien connue en Égypte qui est qu'un homme vit tant que son nom est prononcé. C'est une façon de surmonter la mort également. Donc, je vous ai dit que je m'étais posé la question de savoir si ce concept de vectorialité était familier aux Égyptiens ou s'il s'agissait d'une production de mon esprit moderne. Je pense d'une part que le nombre de schémas de lecture que j'ai découverts tente à prouver que c'était bel et bien quelque chose d'intentionnel, mais comment et en quels termes le concevait-il? Moi, je parle de vectorialité, donc de vecteurs. Je conçois donc ces schémas de lecture sur la métaphore cognitive du fil conducteur. D'ailleurs, ça se voit dans mes animations PowerPoint.
même si ce n'est pas toujours un fil, hein, même si c'est plus compliqué que ça. Mais comment les Égyptiens le concevaient-ils, eux, et y a-t-il moyen de le savoir? Vous avez peut-être remarqué dans cette partie du texte que j'ai encadré qu'il y a un petit sikh ici. Ça ne tourne plus, voilà. Il y a un petit sikh en dessous de ce hiéroglyphe dans la transcription de Elk. C'est parce qu'il y a un petit problème et que ce problème est constitué par une inversion de signe. Oui, il ne veut plus tourner. Alors, je ne veux pas faire de la surinterprétation, mais j'ai fait valider ça auprès de collègues très, très intelligents que j'admire beaucoup, des collègues philologues, notamment Pascal Vernus, qui est un des grands philologues de l'égyptologie, et il a l'air un petit peu de me suivre dans cette idée-là. Je pense qu'il y a potentiellement quelque chose à comprendre ici. Quand on a une erreur, en général, les collègues, ils vont dire c'est une erreur du scribe. C'est la réponse qu'on a tendance à dire. Mais cette tombe, elle a été réalisée avec grand soin. Ça peut arriver sur un papyrus, une faute d'orthographe, etc. Ici, on sent que le concepteur, sur toutes les parois de la tombe, s'est vraiment pris la tête pour signifier toutes sortes de choses. Et mon maître en langue égyptienne, Jean-Marie Cructen, nous a par ailleurs appris à ne pas toujours sauter à la conclusion de l'erreur de scribe et que c'était bien souvent nous qui ne comprenions pas plutôt que eux qui avaient fait une erreur, surtout dans ce genre de contexte-là. Donc, l'intérêt, il porte sur la façon dont le scribe a agencé ses cadras. Le texte est ici. Il faut quand même penser que avant d'arriver à avoir sculpté cette paroi, il y a eu plusieurs étapes de réalisation. D'abord un papyrus, puis la transcription sur la paroi, puis la gravure, la sculpture. Tout ça a été validé par plusieurs personnes, ce qui n'empêche pas les coquilles sur les posters. Ça arrive aussi, même quand c'est validé par plusieurs personnes. Donc, c'est toujours possible. Mais ici, en fait, il y a eu une inversion entre ces deux signes-là. Et alors, on pourrait dire, bon, il y a une inversion pour l'harmonie visuelle des cadras, c'est mieux comme ça, c'est plus joli. Mais il y a un passage juste un petit peu après, plus loin dans ce texte, où on voit l'association de la corde et de la chouette. Donc, vous voyez, c'est les deux signes. Donc, il y avait la chouette au-dessus, un signe entre les deux, et puis la corde. C'est pas du tout problématique de les mettre ensemble. Donc, c'est pas pour l'harmonie visuelle. Donc, il y avait vraiment aucune contre-indication à ce que le texte soit écrit comme ceci, comme il aurait dû l'être. Il aurait dû être écrit comme ceci, mais il a été écrit comme ça, et en organisant les signes de cette manière, on va a priori lire autre chose que ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'on va a priori lire gem au lieu de gemech. Et gem, donc gemech, ça veut dire regarder attentivement, déchiffrer, et gem, ça veut dire découvrir. Alors, découvrir quoi? Découvrir ce qui vient directement après. Si on est un Égyptien qui lit, on a deux cordes. Et puis, évidemment, on ne comprend pas. On va se reprendre, on va relire, on va essayer de faire du sens de ce qu'on voit, on va revenir en arrière, on va relire Gemech, qui est donc lire, regarder attentivement, déchiffrer, mais donc aussi en regardant attentivement, en déchiffrant, on va découvrir. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir probablement cette vectorialité-là. Tout comme les visiteurs qui liront les textes à voix haute, ils vont aussi déchiffrer la vectorialité. Je pense que si on pouvait mettre un oculomètre sur les yeux d'un Égyptien qui lisait ce texte, on verrait le mouvement des yeux qui va faire l'aller-retour, qui va d'abord lire Gem et puis qui va se reprendre pour lire Gemech. Et du coup, on a les deux, on a l'antécédent et le conséquent. C'est quelque chose que j'étudie en image égyptienne, c'est très très bien attesté dans l'image égyptienne, où on va blender deux images ensemble pour montrer l'antécédent et le conséquent. Et c'est, je pense, que ce qui a été fait ici. Donc, je me demande dans quelle mesure ces deux signes, qui sont a priori phonétiques dans le texte, n'auraient pas, par cette double lecture, rallié leur fonction iconographique de corde, puisque c'était des cordes. Il y en a un, c'est une espèce de laisse, et l'autre, c'est une espèce de natte ou de tresse, un morceau de lin torsadé dont on sert pour faire une chandelle. Donc, vous avez Gemech, vous voyez Gemech. Gemech, ça peut vouloir dire la tresse, déterminée par la mèche de cheveux. Ça peut être une chandelle de lin torsadé qu'on va allumer pour servir de chandelle. Donc, il y a aussi l'idée d'illumination en plus avec ce Gemech. Et le signe, ce H, est aussi utilisé, mais renversé, pour dire mèche, donc pour dire ces mèches que l'on allume dans les bougies.
Donc, le concept de vectorialité a pu être compris, conçu par les Égyptiens comme une espèce de torsion, de quelque chose de torsadé, qui doit être dénoué et détorsadé pour être découvert. On aurait donc affaire dans ce cas-là à une lecture amphibologique, donc qui est la construction qui permet à une phrase d'avoir deux sens différents, que ça soit volontaire ou non. En général, c'est volontaire, en raison d'une ambiguïté grammaticale ou scripturale. Donc, on pourrait le lire à la fois comme c'était attendu, mais pas comme c'était écrit, avec ceux qui porteront le regard vers mes parois, avec une intentionnalité qui est marquée par l'usage du R vers mes parois, et donc qui vont déchiffrer mes parois. C'est la lecture qui s'impose à première vue, mais qui suppose une métathèse graphique. Ou alors, on va le lire ceux qui trouveront les torsades de mes parois, avec un agencement qui grammaticalement n'est pas idéal, puisque là aussi, il y a une métathèse graphique, mais qui fait aussi du sens et qui bon, d'un point de vue linguistique, ça ne peut pas fonctionner, mais une métathèse purement scripturale, ça, c'est tout à fait acceptable et déjà est bien attesté. Donc, je pense que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose là et qu'encore une fois, pour ne pas conclure à l'erreur du scribe, il a voulu nous dire deux choses en même temps et il l'a fait exprès. En effectuant ce jeu-là, donc dire regardez attentivement pour découvrir les torsades de mes parois. Et donc, ça serait, bon, évidemment, ça m'arrange, hein, ça veut dire que mes vectorialités, j'étais un petit peu dans le bon en découvrant ça. Donc, je dépose ça là. Il est possible, voire probable, que les Égyptiens aient conçu ces vectorialités, qui sont bien attestées par ailleurs, comme des tresses, des mèches torsadées, et donc à découvrir par un examen attentif. Il y a d'ailleurs plein d'allusions à l'idée de dénouer dans ce texte avec le verbe ouha, plus haut, qui dit à tous les scribes qui dénouent les écrits. Ce sont les herméneutes, ce sont ceux qui dénouent, qui expliquent les textes et les images. La compréhension était aussi conçue cognitivement chez les Égyptiens comme un démêlage. Et plus bas, avec l'emploi du terme tchessou, ceux qui font lecture de mes formulations. Formulation, c'est énoncé, on ne peut pas traduire ce terme-là. Ce sont des énoncés. Ça peut être aussi bien les énoncés oraux que écrits que visuels. Donc, ça peut vouloir dire aussi qu'ils vont lire à voix haute les vectorialités. Ça pourrait être ça. Ou les textes. Ça peut être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Donc, il y a plein d'allusions cryptées dans ce texte que les scribes aguerris aux hiéroglyphes pourront sans peine déceler pour se prêter au jeu du déchiffrement des parois. Mais pour moi, donc, dans l'approche anthropologique de l'acte de lecture et la compréhension du periodai, il était important pour moi de comprendre aussi comment les Égyptiens concevaient eux-mêmes ces schémas de lecture théorique. Et je pense qu'avec les torsades, on n'est pas tellement loin de l'idée de vectorialité. Et c'était quand même une base heuristique importante à déterminer avant de procéder à l'expérience, qui implique aussi, je vous l'ai dit, une formation des expérimentateurs au periodai égyptien. Alors, pour l'instant, on en est là du projet. On est vraiment dans cette phase-là, à la partie lecture théorique des parois, à la mise en place des questionnements relatifs à la mise en pratique expérimentale de la découverte de ces vectorialités par un lecteur moderne, ce qui n'est évidemment pas sans poser problème, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à des cognitivistes et des spécialistes de l'acte de lecture pour mener l'expérience. Mais pour l'instant, on travaille encore à découvrir de nouvelles vectorialités sur les parois de tombes, et je vous invite, si vous êtes féru de puzzle ou de casse-tête peut-être, à venir vous prêter au jeu, à venir déchiffrer des vectorialités. En tout cas, je vais avoir besoin de volontaires pour déchiffrer aussi les parois de cette tombe que j'ai choisie, mais ça sera dans une phase ultérieure. Si vous avez déjà envie, je pense qu'Anka ne va pas pouvoir tout faire, donc si vous avez envie de vous prêter au jeu, il y a moyen aussi. Alors, la tombe que j'ai choisie, c'est celle de l'astronome d'Amon Nacht, je vous avais dit, qui a vécu au XIVe siècle avant notre ère sous le règne d'Amenhotep III et qui possède une vectorialité très intéressante dont j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne les dirai pas parce qu'on ne sait jamais que vous participiez à l'expérience, avec des effets pragmatiques sur le lecteur que j'avais déjà relevé il y a de nombreuses années et un schéma de lecture qui possède une dimension cosmique. Je l'avais choisi aussi parce que c'est une petite tombe qui est parfaitement bien préservée, avec des couleurs vives, avec un graphisme très lisible, et elle recèle aussi un des chefs-d'œuvre de la peinture égyptienne que vous connaissez peut-être, les fameuses musiciennes de Nacht. C'est aussi une tombe qui se dégrade rapidement en raison de nombreuses visites des touristes.
Et donc, je pense qu'il aurait été vraiment nécessaire de la préserver grâce à une copie conforme. Et je pense que c'est un peu pour ça que l'Égypte a poussé pour qu'on en refasse un facsimilé. C'est une des tombes les plus visitées en Égypte. Mais malheureusement, ce n'est pas moi pour l'instant qui pourrais le faire. On verra peut-être un peu plus tard. Alors, cette idée de recherche oculométrique, bah, je l'avais déjà eue, ça fait déjà un moment qu'elle me trotte dans la tête. J'ai travaillé principalement jusqu'ici sur les modèles théoriques de ces schémas de lecture. Et j'ai pensé qu'à un moment donné, c'était il y a déjà 10 ans en fait, qu'il serait intéressant de voir comment de telles décorations étaient réellement reçues par des spectateurs en chair et en os. Alors, j'ai pensé directement à la technologie oculométrique qui était à l'époque de loin moins bien performante qu'elle ne l'est aujourd'hui. J'étais alors en postdoc en sémiotique à l'Université de Liège et j'ai fait une petite expérience avec des eye trackers fixes. Mais vous allez voir quand la caméra va tourner que notre pauvre expérimentateur a le menton complètement coincé dans la machine. Là, voilà, vous le voyez à ce moment-là, donc on ne peut pas bouger. On avait projeté une diapositive au mur. D'un point de vue sémiotique, ce n'était pas l'idéal. On a quand même obtenu des résultats encourageants, mais je n'ai pas pu mener l'expérience à terme à l'époque parce que j'étais juste postdoc et je n'avais pas du tout de moyens financiers pour le faire. J'attends que ça se termine, c'est bientôt terminé, je pense. Vous voyez, hein, on suit comment l'oculomètre suit le mouvement du regard et va pouvoir le restituer. Entre-temps, bah, depuis 10 ans, de prestigieux laboratoires d'histoire de l'art ont développé cette même idée avec plus de moyens. Et en fait, en Europe, le premier laboratoire d'oculométrie des œuvres d'art, c'est celui de l'Université de Vienne, qui est dirigé par Raphaël Rosenberg, qui travaille sur la peinture de la Renaissance. Eux, évidemment, cette idée de period eye qui vient de Baxendale, elle est partie de l'étude des images de la Renaissance. Donc, ils sont des pionniers sur la question. Ils ont publié, alors ça, c'est l'avantage, c'est qu'ils ont publié une quantité énorme de travaux sur le sujet en travaillant eux-mêmes avec des cognitivistes pour traiter les données, ce qui nous donne au moins des bases méthodologiques solides pour pouvoir mener notre propre expérience. Alors, comme je l'ai mentionné, nous, on va travailler à l'UQAM avec le prestigieux Neurolab, qui est dirigé par mon collègue Julien Mercier du département d'éducation et qui est doté du matériel le plus à la pointe hein, pour mener l'expérience. D'ailleurs, si la question de l'oculométrie vous intéresse, je serai avec un des étudiants de Julien qui s'appelle Yvan Avaca à la vitrine à chaîne du CRIN à l'Université Concordia vendredi prochain. Hein. Il va venir avec le matériel, il va venir avec des lunettes et avec le software de Tobii Glasses qu'on utilise pour faire une démonstration de ce qu'on va faire dans le cadre du projet. Parce que les temps ont changé et nous avons maintenant des oculomètres portables sous la forme de lunettes légères non invasives qui sont équipées de capteurs. On va utiliser donc les lunettes, le système Tobii Glasses que vous voyez là. Il est donc bien plus commode et pertinent d'un point de vue sémiotique de se déplacer librement face à la paroi, de bouger, de s'agenouiller, de se pencher. La sémiotique a récemment souligné l'importance de la kinesthésie dans l'acte de lecture des œuvres d'art. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument mon facsimilé là. Donc, je vous ai dit que l'expérience, elle va être menée avec 2 groupes d'expérimentateurs dont l'un ne sera pas du tout familier avec les images égyptiennes et l'autre sera composé d'experts égyptologues dont les connaissances vont encore être renforcées par une formation portant sur les vectorialités, donc sur l'acte de lecture, mais aussi sur toute la question de l'approche anthropologique du regard en Égypte, avec des exercices pratiques hein, pour les mettre en application avant de rentrer dans la tombe. Alors, cette partie renforcement, elle est très importante pour l'analyse cognitive des modèles mentaux que l'on va effectuer avec les cognitivistes. Je vais y revenir juste après. Donc, l'acte de déchiffrement de ces vectorialités qu'on espère capturer avec les oculomètres vont permettre, on espère, de déterminer comment le lecteur va reconstruire, va dénouer ces schémas de lecture face à la paroi. Ça ne va pas se faire tout de suite, il ne va pas directement faire la vectorialité, il va y avoir des hésitations, des retours en arrière, etc. C'est ça qu'on va essayer de capter avec l'oculomètre. Donc, les données, elles vont être analysées et comparées par le Neurolab pour essayer de repérer justement les différences entre les 2 groupes. Ça va être important, relever les zones d'intérêt, la façon dont les yeux bougent sur la paroi, où on s'arrête, pendant combien de temps, les régressions oculaires, etc., jusqu'à ce que le lecteur acquiert le schéma de lecture théorique attendu.
toutes ces questions sont intimement liées à l'acquisition progressive de la compréhension de la séquence narrative qui est figurée sur la paroi. Alors, bon, je vais expliquer un peu aussi pourquoi on ne va pas travailler avec deux groupes. La théorie des modèles mentaux avec laquelle travaille mon collègue Denis Foucambert postule que les représentations cognitives sont très sensibles aux structures de connaissances que possèdent les individus, donc ce qu'on possède déjà préalablement, de même qu'aux habitudes, à l'entraînement et à l'activation intentionnelle de ces habiletés acquises, habiletés cognitives. Donc, l'activation intentionnelle, c'est Gemech en égyptien, hein, donc porter le regard vers les parois, qui vont influencer les comportements observables des individus. Donc, il était très important de tenir compte à la fois des structures de connaissances préalables qui vont conditionner l'acte de lecture. C'est pourquoi on a deux groupes avec des niveaux de préconnaissance qui vont être différents, de manière à mieux comprendre comment les individus s'approprient cognitivement les décors de la tombe et en particulier de mesurer les zones où le modèle mental va prédire que se trouve l'information la plus pertinente. Mes collègues cognitivistes vont traiter les données en utilisant les modèles multiniveaux qui sont nécessaires, alors ça c'est un peu plus technique, mais qui sont nécessaires en raison du caractère niché des données qu'on va aller récolter. Donc on a deux groupes et donc notre idée et notre espoir, c'est que en fonction des résultats oculométriques différentiels entre les experts et les profanes et leur confrontation d'une part avec les modèles théoriques des vectorialités qu'on a réalisés, Anka et moi, et notre modèle anthropologique du Period Eye, qu'on puisse non seulement tester la réception des stratégies égyptiennes sur des lecteurs modernes, c'est pas simple, mais aussi peut-être ouvrir la voie d'une pré-modélisation des spécificités du modèle mental égyptien. Alors, bien sûr, on n'est pas complètement idiot, on est tout à fait conscient que par une pratique contemporaine et en l'absence de témoins vivants provenant de l'Égypte ancienne, puisqu'on n'a pas encore réussi à ressusciter les momies, on ne va pas pouvoir reconstituer précisément le modèle mental égyptien. Mais ce qu'on peut faire par l'expérience, c'est améliorer les données théoriques qui sont déjà acquises et mesurer justement le rôle qui est joué par ces structures de connaissances a priori dans les pratiques visuelles en les renforçant chez la moitié de nos expérimentateurs. Vous savez que la publicité, elle manipule votre cerveau tout le temps pour vous changer. Donc, on peut très bien manipuler le cerveau de nos expérimentateurs pour qu'ils ressemblent vaguement à des anciens Égyptiens. Ça ne sera pas tout à fait ça, mais ça sera un petit peu ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à les transformer non plus en anciens Égyptiens, mais en leur apprenant le fonctionnement des modèles théoriques et en les entraînant à lire des images régies par ces modèles théoriques, on va modifier leur appropriation cognitive de ces images-là, ce qui va nous permettre de voir à quel point niché, justement, du modèle mental se situe la différence avec les personnes qui n'auraient pas été entraînées à ça. D'un point de vue sémiotique, ça veut dire qu'on va essayer de réduire au moins au niveau cognitif le fossé qui existe entre ce que Umberto Eco appelle l'intentio auctoris, l'intention de l'auteur, l'ancien égyptien, et l'intentio lectoris, nous-mêmes en tant que spectateurs. Donc, en croisant les données anthropologiques, sémiotiques et cognitives, on pourra modestement ouvrir la voie d'une reconstitution du modèle mental égyptien. Après ça, j'espère que je pourrai produire un modèle sémiotique global de la réception des images égyptiennes. On va confronter les stratégies énonciatives qui ont été conçues, donc au niveau de la conception, qui ont été conçues par les artistes égyptiens et théorisées dans nos modèles théoriques de vectorialité, c'est-à-dire la pragmatique de l'image. On va les confronter avec les résultats de l'expérience pratique, en prenant en considération les éléments multimodaux de l'expression des expérimentateurs. On va aussi enregistrer les mouvements, donc les mouvements oculaires évidemment, mais aussi la gestuelle, la verbalisation. Ce qui se faisait, on sait que ça se faisait par d'autres graffitis dans les tombes, que les gens verbalisaient ce qu'ils voyaient. Tout ça va être capturé et analysé dans le contexte de communication expérimentale, c'est-à-dire dans un environnement que j'aurais voulu polysensoriel si on avait eu le facsimilé. C'est la raison pour laquelle on voulait reproduire toutes les conditions sensorielles de lecture d'une paroi égyptienne et que j'ai travaillé avec des collègues spécialistes des éclairages, des paysages olfactifs, de l'audition, etc. Toute cette partie va évidemment devoir être reconsidérée en raison de la mauvaise nouvelle liée relative au facsimilé.
Il y a d'autres choses. Alors, si vous avez envie de vous livrer à l'expérience aussi, il faut savoir que les tombes, elles étaient essentiellement ouvertes lors des fêtes et que lors des fêtes, on buvait beaucoup. Donc ça, le CRSH, il n'acceptera pas. Mais c'est bien d'avoir un petit verre dans le nez pour venir lire ces parois et pour venir les animer avec le regard. Mais c'est vrai, c'est comme ça que c'était. Maintenant, la morale ne nous l'autorise plus, mais c'était comme ça que ça se faisait, c'est comme ça que ça devait se faire. Donc, quoi qu'il en soit, à partir de ces données-là, j'espère pouvoir fournir une méta-analyse et créer un modèle sémiotique global plus précis qui est incomplet à ce jour, puisqu'il nous manque actuellement donc cette partie-là, réception des images dans un environnement polysensoriel en tenant compte des données multimodales et que ce genre d'expérience n'a jamais été tenté sur l'image égyptienne. Alors, ça va être juste une diapositive, pas grand-chose sur les humanités numériques, mais bon, l'oculométrie, c'est déjà des humanités numériques. Comme malheureusement la réponse négative du Conseil suprême des Antiquités nous a fait du même coup perdre la possibilité de préserver à la fois numériquement et matériellement la tombe de Nacht en tant que patrimoine matériel de l'humanité, j'aimerais mettre l'emphase sur la préservation du patrimoine intangible et immatériel qu'est l'acte de lecture en reconstituant en 4D la séquence spatio-temporelle des travaux agricoles dans cette tombe-là. Avis aux amateurs. Et donc, je suis ouverte à toutes les suggestions de partenariat. Si vous connaissez des entreprises ou des écoles, je sais que vous en connaissez, qui pourraient être intéressées à collaborer avec nous sur un tel projet. Normalement, on gardait ça pour une phase ultérieure du projet, pour l'exposition muséale. On ne sait pas s'il y aura exposition muséale. J'aimerais en tout cas au moins l'inclure dans cette partie du projet pour faire comprendre, justement, si on fait une exposition, pour faire comprendre tout ce que je viens de vous expliquer, mais en quelques minutes et pas en une heure comme je viens le faire. Bon, ça dépendra aussi du budget qu'on a, mais j'aimerais vraiment reconstituer en 4D, donc reconstitution spatio-temporelle de cette vectorialité dans les champs égyptiens. Donc voilà, c'était un bref aperçu d'un projet qui est complexe, qui va... et de ce qui va grosso modo se passer durant l'expérience. Donc, j'ai fait un développement plus important de la partie théorique qui est celle dans laquelle on se trouve actuellement. Et j'espère pouvoir peut-être revenir dans les prochaines années pour vous parler de ce qui se passera avec la recherche oculométrique. Pour l'instant, on va essayer de trouver une solution acceptable pour la réalisation de la paroi. Et puis, je vous remercie pour votre grande attention et votre patience. Et donc, si vous avez des suggestions relatives au projet, on peut donc soit en discuter maintenant, soit pour les personnes qui seraient en ligne, vous pouvez m'écrire à cette adresse courriel qui se trouve sur la diapositive. Je vous remercie beaucoup.